Bonjour et bienvenue à la table ronde consacrée aux vaisseaux spatiaux et robots dans Star Wars. Alors, très clairement, avec Star Wars, on a une transformation dans la représentation technique des robots et des vaisseaux. Il y a un certain nombre de raisons à cela. La première, c'est probablement le fait que à partir des années 60, c'est-à-dire principalement avec 2001, on introduit une crédibilité technologique qui était quand même moins présente avant et que cet effort inspire d'autres créateurs et notamment George Lucas qui, à partir du milieu des années 70, engage un certain nombre de créateurs et notamment Ralph McQuarrie qui va faire beaucoup pour l'inspiration visuelle du premier film et met au point un certain nombre de techniques qui vont permettre de pouvoir faire bouger un certain nombre de vaisseaux dans l'espace, alors qu'avant, ils étaient plutôt isolés. Il y a aussi, toujours avec l'influence de 2001, l'éclairage qui va être très très important. On va trouver encore une fois une crédibilité de l'éclairage en dehors de l'atmosphère. Ça, c'était quelque chose auquel Kubrick était très très attaché et il avait réalisé 2001 au bon moment, si je puis dire, parce qu'en pleine conquête spatiale, on avait pour la première fois des photos qui avaient été prises en dehors de l'atmosphère terrestre et qui permettaient de se rendre compte réellement de la manière dont la lumière pouvait jouer sur une forme dans l'espace. Alors, les vaisseaux, c'est aussi lié à la technique qui permet de les mettre en scène. La première, la plus importante, étant la maquette, clairement, qui a été utilisée pour la plupart des films et surtout, en tout cas, pour la première trilogie de Star Wars. Après, l'image de synthèse va prendre le relais jusqu'à permettre une des plus belles séquences, à mon avis, de combat à l'intérieur de l'espace, qui est la séquence d'ouverture de l'épisode 3, qui est une merveille. Le storyboard est sublime. Et il y a un nombre de vaisseaux qui est à l'intérieur qui aurait été impossible à gérer en maquette, mais que par contre l'image de synthèse permet de faire évoluer, de faire s'entrecroiser, et tout ça avec en plus une caméra extrêmement mobile. Alors, pour en parler, il y a Roland Lehoucq, il y a... présentez-vous. Davide Fabbri. Si. Bonjour. Bonjour à tous. Je préférais que... j'ai pas l'accent. Et puis Denis Bajram, que l'on connaît. Alors, commençons par votre expérience par rapport au personnel, c'est-à-dire ce que vous ont évoqué les vaisseaux et les robots, toute la technologie dans Star Wars. Je veux bien commencer. Alors évidemment, comme beaucoup d'ados qui ont vu Star Wars épisode 4 au cinéma quand ils avaient quand ils avaient à peu près, je ne sais plus quel âge j'avais, 14 ans, quelque chose comme ça, évidemment, on est maté par l'ambiance, évidemment. Là, on voit des vaisseaux comme on en rêve, on voit voilà, il y a une ambiance terrible. À 14 ans, je ne commence pas à faire le dingue, à essayer d'analyser ces vaisseaux. Mais évidemment, on est bluffé par l'ambiance, on est bluffé par les lumières, voilà, tout ce que tu disais, l'ambiance. Et puis surtout, ces mouvements de caméra, moi ça m'avait frappé, mais sans pouvoir l'exprimer comme ça, mais l'ambiance fantastique, c'est le vaisseau, là, il te passe comme ça, au-dessus de la tête, et tu as l'impression d'être vraiment sur le vaisseau, quoi. C'est pas juste, ouais, il y a un machin qui bouge un peu loin, et hop, t'es dedans, et puis le gars dit, bon, passerelle, faites ci, faites ça, et t'es toujours loin du vaisseau, ou dans le vaisseau, t'es jamais collé au vaisseau, comme on était dans Star Wars. Donc ça, c'est vraiment l'impression visuelle première, c'est celle-là. On est scotché par l'esthétique, bien sûr, mais aussi par la proximité qu'on a avec le vaisseau. Je pense que c'est la même pour moi. J'ai regardé les premiers films, les 4, à 13 ans. et moi aussi, j'ai dessiné pour beaucoup de temps les vaisseaux de Star Wars et tous les personnages, parce que... j'ai reconnu immédiatement le pouvoir de l'imaginaire qu'il est arrivé dans le cinéma. Et c'est une chose que
j'ai trouvé encore plus sur des autres films comme Alien ou encore Odyssée 2001, Odyssée dans l'espace, naturellement. Mais la concession intéressante, c'est que les vaisseaux et tous les starships, et toutes les choses sont utilisés. Il a un sens d'utilité de toutes les choses sont réelles et pas seulement des décors. Et naturellement, tu vas faire des planches pour que me regarde moi. Sur Star Wars, c'est nécessaire chercher de faire des mêmes choses, de donner on sait des décors et des utilités de cette chose qu'il arrive dans les films. Et moi, je vais faire le malin. J'ai pas vu Star Wars quand j'étais ado, parce qu'on n'allait pas beaucoup au cinéma, la famille. Donc, en fait, j'ai découvert Star Wars par les jouets et par les maquettes. C'est-à-dire que les copains avaient des jouets Star Wars, des maquettes Star Wars, et je regardais ça avec une certaine fascination, parce que un Faucon Millenium, c'est quand même une sacrée forme. Donc, mais en fait, j'ai découvert les films après, adultes à Paris. J'ai été, je crois, un cycle au Grand Rex, où j'ai vu les 3 d'un coup. Donc, j'ai très bien commencé et très mal fini. Enfin, dans les peluches, je veux dire. Oui, c'était mi-80. Ouais, voilà. Oui, fin 80. Enfin, j'ai dû voir ça en 87 ou 88, je sais plus. Dans une salle hystérique où j'étais le seul gars qui découvrait le film, je pense. Les autres l'avaient vu 40 fois. Et moi, j'étais là, j'entends la salle se lever, disant, ouais. Et moi, je sais, qu'est-ce qui va se passer? C'est un vrai choc, hein, parce que en effet la chorégraphie spatiale est incroyable. En plus, par exemple, les plans dont tu parles, Rodan, des vaisseaux filmés de très près, c'est une invention technique de l'époque. On commence à avoir des caméras sur des bras robotisés, donc et des optiques qui permettent d'aller vraiment filmer ces maquettes de très près, ce qu'on n'arrivait pas à faire et qu'on n'envisageait même pas à l'époque où on tournait Star Trek, enfin la série télé. Donc voilà, moi c'est vraiment un rapport aux objets comme ça et à la maquette. Ce qui est drôle, c'est des films en maquette que j'ai découvert en maquette, quoi. Donc c'est vraiment le côté maquette, alors que pour moi le film de référence que j'avais vu au ciné-club de mon école, c'était 2000 ans d'essai de l'espace. Et là, c'était vraiment le vaisseau très réaliste. Et puis alors, les Eagles de Cosmos 99, qui sont des sortes de camions de l'espace, mais ils peuvent attraper des modules différenciés. Ça peut être des modules de transport, des modules médicaux. Ils sont en poutrelle métallique et il y a juste la cabine qui est vaguement aérodynamique. Et qui sont en effet, encore une fois, très réalistes, très fonctionnels, très utilitaristes. Donc Star Wars, c'était un peu l'équivalent dans ma vision d'un mi-chemin entre je sais pas, la scoop de Goldorak toute ronde et ce réalisme de 2001. Et je voyais pas très bien où placer ça à l'époque quand j'étais gamin. Je reviens sur le fameux plan d'ouverture du tout premier, enfin donc de l'épisode 4, celui de 77. Il est très très malin en termes de mise en scène et ça avait été analysé par un universitaire américain qui s'intéresse aux structures de l'image et à la relation qu'on peut avoir avec elle, et notamment en termes d'intégration du spectateur à l'intérieur du cadre. On est quand même avec un écran large, ce qui est plutôt assez bon pour les scènes d'espace, justement parce que ça permet de donner une ampleur. Enfin, le cadre 1,37, c'est un peu limite. Mais ce qui est très intéressant, c'est le fait que le vaisseau nous passe au-dessus de la tête. Et pour réussir ça, il faut qu'on ait la bonne vitesse du vaisseau, c'est-à-dire la bonne vitesse de déplacement à l'intérieur du cadre. Et là, tout à coup, ce qui se passe, c'est qu'on abolit complètement la frontière du cadre même, c'est-à-dire de l'écran de projection. En plus, on est aidé par le fait qu'on ait un fond d'étoiles, donc noir, qui s'accorde avec la pénombre de la salle de projection. Mais on a cette forme très très blanche, donc extrêmement visible, qui nous arrive au-dessus. Et là, tout à coup, en tant que spectateur, on ne voit pas un cadre avec un vaisseau à l'intérieur. On est à l'intérieur de l'espace et un vaisseau nous survole physiquement. Et ça, c'est un plan d'ouverture fabuleux. Et il est obligatoire de le faire d'une certaine lenteur, parce que sinon, ça redevient un objet extérieur à nous. Et en même temps, ça amène du coup quelque chose d'extrêmement majestueux, avec évidemment aussi toutes les triches
propres à Star Wars, c'est-à-dire en fait les incohérences techniques, comme par exemple le son des moteurs, alors que bon, ok, on va pas revenir dessus, mais dans l'espace, théoriquement, dans le vide, pour laisser du son se propager, je ne sais pas comment on fait. En plus, il y a l'effet du grand angle, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de nous passe très très vite. Et en fait, avec le grand angle, en fait, finit par ralentir énormément en arrivant au loin. Ce qui fait que vous regarderez, le bout du nez du vaisseau avance très lentement. Et au contraire, au-dessus, c'est... Ce qui fait qu'en fait, on regarde devant, pas au-dessus, parce qu'autrement, on aurait quasiment le vertige ou la nausée. Et donc, en effet, on a bien cet effet de focalisation et d'arrivée de quelque chose qui nous dépasserait totalement, alors qu'en fait, on a le bord du cadre, mais on le regarde même plus, quoi. C'est très fort. Alors, par contre, ce qui est évident, c'est que pour se permettre un plan pareil, il faut que les vaisseaux aient énormément de détails. Les formes générales sont finalement assez simples. On se retrouve avec des cercles, des triangles. L'appel à tarte, en l'occurrence. Là. Voilà, c'est ça. Mais par contre, il y a des trucs pour donner une complexité technologique et également une notion d'échelle, c'est de rajouter plein de petits détails qui vont donner l'idée que en fait, l'échelle est gigantesque. C'est un peu comme quand on voit un gratte-ciel. La forme générale d'un gratte-ciel est tellement simple qu'on théoriquement ne devrait pas avoir de notion de taille et d'échelle, sauf qu'il y a les fenêtres, ou à la limite les antennes de communication sur le toit. Ce qui est marrant dans ces vaisseaux aussi, c'est qu'ils ont des formes disons aérodynamiques, enfin ils sont en triangle, bon, le Faucon Millenium il est un peu circulaire, mais quand même il y a toujours une ambiance, on va pénétrer dans un milieu, dans l'air en l'occurrence, si c'était de l'air, mais ils sont toujours dans l'espace, presque toujours dans l'espace, pas tous, mais presque toujours, où ça pourrait être en forme de casserole ou de fer à souder, on s'en fout, parce qu'il n'y a pas de friction atmosphérique qui gênerait l'avancée du vaisseau. Donc il y a aussi par le design, par la forme qu'on leur donne, on veut que ce soit beau, on veut que ce soit un truc qui soit plaisant. Et on vous revoyait là les grands vaisseaux, d'ailleurs ils sont tous comme ça, mais même les très grands vaisseaux de l'Empire, là, les très grands vaisseaux, il y a une passerelle, et les gars ils sont devant comme sur un bateau en mer, quoi. Donc ils regardent devant l'espace, alors qu'en fait ces vaisseaux font normalement des vitesses incroyables. On respecte l'horizontalité. Ouais, oui, et donc ils s'en foutent qu'il y ait un horizon. Enfin voilà, on s'en fout de voir l'extérieur. On pourrait tout avoir ça par, disons, des capteurs, des systèmes qui vous renseignent sur ce qui se passe à l'extérieur. Mais vous êtes dans une pièce fermée et puis ça suffit bien, soit vos sens ne sont pas capables d'interpréter les signaux extérieurs. Donc il y a quand même une ambiance très vaisseau de marine, vaisseau habituel, les vaisseaux sur les océans, et en même temps une volonté d'aérodynamisme qui n'est pas utile non plus pour évoluer dans l'espace vide, enfin pour les vaisseaux qui évoluent que dans l'espace vide. D'ailleurs, c'est assez amusant, dès qu'un vaisseau est touché lors d'une bataille, il commence à pencher et à sombrer, comme s'il coulait quelque part, alors que bon, ok, il n'y a pas de haut, pas de bas, et on entend du bruit. Il peut y avoir un peu la gravité de la planète, mais s'il est au voisinage d'une planète, notamment dans la scène dont tu parlais, ils sont près d'une planète, donc il pourrait y avoir la gravité de la planète qui attire le vaisseau, même. Mais en même temps, avant, elle l'attirait aussi, mais il n'était pas gêné, quoi. Donc il est toujours propulsé finalement, même quand il est en panne, qui prend un coup, bon bah ça n'arrête pas ses moteurs par défaut tout de suite, quoi. Ça s'arrête pas instantanément, donc il devrait. Enfin bref, il n'y a pas de raison qu'il sombre instantanément, même s'il peut finir sous l'effet de la gravité, sans propulsion, par tomber. En fait, il va plutôt rester en orbite. Enfin bon, c'est des détails. Il faut que qu'on comprenne que le vaisseau est touché. C'est comme pour le son finalement. On pourrait imaginer que effectivement dans l'espace, il n'y a pas de bruit. Enfin, on ne devrait pas entendre de bruit. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'air pour propager les ondes acoustiques. Mais on pourrait se dire, alors évidemment, quand on est le spectateur qui voit passer le vaisseau, on est dans l'espace. Mais quand on est dans le vaisseau ou quand on voit des vaisseaux depuis un autre vaisseau, on pourrait avoir une sorte de simulateur de son dans le vaisseau pour dire, bon là quand même les gars, ça chauffe, quoi. Imaginez-vous sur un vaisseau au XVIIIe siècle, une bataille navale, il n'y a pas besoin de vous expliquer longtemps que ça commence à chauffer, quoi, puisque il y a le bruit des canons qui commencent, il y a l'odeur de la poudre, enfin vous dites, bon ça chauffe, la bataille démarre. Bon, il y a bien sûr le quartier-maître ou les chefs qui vous gueulent dessus pour dire allez on se dépêche, branle-bas de combat, mais l'ambiance vous aide de toute façon pour vous motiver en plus du chef. Alors dans un vaisseau interstellaire, avec on peut imaginer ses boucliers, ses coques immenses, pas de son, qu'est-ce qui vous dit qu'il y a une urgence de la bataille? Donc vous pourrez imaginer un simulateur de son qui vous montre en simulant, voilà, là il faut se bouger, quoi. Il faut vraiment y aller, il y a boum boum, ça envoie, les vaisseaux font du bruit, enfin ça envoie. Donc ça pourrait être un son simulé en fait. Je vais faire une petite parenthèse d'ailleurs. Dans 2001, Kubrick ne voulait justement
voulait conserver une sorte de crédibilité. Donc, lors des sorties dans l'espace, près de Jupiter, il n'y a pas de son. Il a même enlevé toute musique extradiégétique et il n'a conservé que la seule chose que l'astronaute pouvait entendre, à savoir le bruit de sa propre respiration. Alors, c'est extrêmement minimaliste, mais finalement, ça concourt également à la scène. Par contre, pour le grand public, ça manque un peu de dramaturgie. Et par contre, alors, à l'inverse, dans Alien, il y a quelque chose que je trouve formidable dès le générique, quand on voit le Nostromo dans l'espace et que l'on a sa fiche signalétique, c'est qu'on entend un son qui est ni plus ni moins qu'une corne de brume de paquebot dans le brouillard à l'approche des côtes. C'est complètement illogique, mais alors ça fonctionne remarquablement bien. C'est un show, ça s'appelle Suspension de l'incrédulité, c'est une chose pas réalistique, mais c'est fonctionnel pour le storytelling. Lucas ou Scott sont de très, très bons storytellers et il va utiliser toutes les choses qui sont possibles pour la narration. Et le son, c'est très important pour l'action et n'est pas possible une question pour une bataille navale. Non utilisé par le son. Pour 2001, Odyssée dans l'espace, la chose très réalistique, c'est fonctionnel la narration et il va montrer encore plus l'isolement des personnages à l'extérieur de vaisseau et encore plus terrifiant, c'est le son de la respiration. C'est fonctionnel la narration. Pour un film d'action comme Star Wars, n'est pas pensable de faire une chose très réalistique et pas de son pour la bataille, non, à ce moment. D'abord, rien n'est expliqué dans les vaisseaux. Ils ont a priori une gravitation artificielle qui ne tombe jamais en panne. C'est quand même extraordinaire qu'on ait une saga spatiale dans laquelle il n'y a pas une scène d'apesanteur, où on verrait les gens tout d'un coup se mettre à flotter parce qu'il y a une panne, ce qui est même se priver là, entre guillemets, d'une scène à spectacle. Hein. Ouais. On sent bien que ça ne vient à l'aider de personne au moment où on fait Star Wars, parce que c'est bien une histoire de bateau. Il y a un côté comme ça, en effet. On est dans des combats antiques. On n'est pas dans le futur, quoi. Et ça se passe en l'occurrence il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine. Donc, mais c'est vraiment étonnant. Moi, j'ai toujours été surpris qu'il n'ait pas fait encore cette scène en apesanteur, qui est pourtant dans 2000 ans d'essai de l'espace, qui est dans tous les autres films à chaque fois. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais que vous interveniez, c'est une grande différence entre Star Wars et 2001. Bon, encore une fois, on est un peu obligé de les mettre en relation, parce que finalement, le premier Star Wars sort seulement 9 ans après 2001. C'est que autant tout est propre dans 2001, il n'y a pas un papier gras, il n'y a pas de traces sur les murs, enfin c'est une clinique. Autant dans Star Wars, par contre, on sent, et ça sera aussi pareil dans Alien, on sent que ce sont des habitats avec des gens qui vivent à l'intérieur et qui obligatoirement le salissent, tout simplement parce qu'ils touchent les mêmes endroits, parce qu'ils laissent traîner des trucs, et parce qu'il y a un côté un peu camion, à savoir, il y a les gobelets qui traînent et les canettes de coca, limite, qui sont par terre, quoi. Comment... Toi, Denis, par exemple, comment tu le vois au niveau visuel? Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que ça a partiellement disparu des nouvelles sagas. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on trouve dans l'épisode 4, 5, 6, qui est complètement lié à l'époque au cinéma, puisqu'on est, à la fin du nouveau Hollywood, on est en même temps que le western spaghetti, où ça sent la sueur et la poussière à chaque plan. Donc je pense qu'il y a une bonne époque pour ça aussi. C'est-à-dire que c'est une époque où on veut que les choses soient plus réalistes que le réalisme, que tout ait une odeur, que ce soit moite. Et on trouve encore ça dans Alien, par exemple, où c'est très présent, et qui est en 81, je crois, Alien. 78, le tournage. Ouais, 79, voilà. Donc c'est vraiment c'est l'époque qui est comme ça. Parce que dans la nouvelle saga, le nombre de fois où ça ressemble à des Cadillacs tout huilés, on a l'impression qu'on a passé le polish sur le vaisseau juste avant de tourner le plan. C'est vraiment une époque qui aime cette saleté-là, parce qu'elle considère que c'est la vie, en effet. Moi, j'adore ça. Personnellement, dans mon travail sur Universal War, j'ai dit, c'est deux guerres, ça fait beaucoup, mais
War One, j'ai vraiment dessiné souvent. Voilà, j'ai repris le design en plaque des vaisseaux de Star Wars de 2001, mais quand je dessine des carrés côte à côte, très très vite, je commence à mettre une pointe de rouille, un truc ébréché, etc. On voit ça dans Akira d'Otomo aussi. Voilà, il ne peut pas y avoir une plaque qui n'est pas un prix, un pet, parce qu'il y a un gars qui est passé avec une boîte à outils à côté, quoi. Autrement, c'est pas crédible. Alors qu'en effet, maintenant dans Star Wars, il y a, dans les nouveaux, il y a, pas dans le dernier en l'occurrence, mais dans la deuxième trilogie. Il y a toute une partie comme ça où ils ne sont plus attentifs à ça. Au contraire, ils veulent aller au propre. Alors peut-être pour dire que ça se passe avant, à l'époque où la République va bien, que les choses sont plus propres. Un petit côté même un peu années 50 dans les designs qui doit laisser à penser que ça se passe avant les événements de la saga originale. Sans doute, il y a peut-être une intention derrière, mais je trouve que visuellement, c'est beaucoup moins beau. On a en effet souvent beaucoup moins l'impression d'y être, de sentir l'odeur de vieux camions du Faucon, ce genre de choses, quoi. Après, il y a aussi les problèmes, et là, je me tourne vers Roland, les problèmes techniques de propulsion, le passage en vitesse lumière. Oui, ça faut reconnaître. Bon. Alors, il y a de la licence poétique, et puis oui, heureusement... c'est normal. Et là c'est obligatoire, puisque bien sûr, là, on est dans une république ou un empire. Enfin, on a une structure à l'échelle galactique. Alors, il n'est pas question de rester réaliste avec la physique, parce que sinon, vous êtes sur Dagobah, vous sentez une divergence dans la force, il y a vos copains qui ont des problèmes, et vous dites « je pars ». Mais ça va prendre un certain temps pour aller les secourir, quoi. Déjà que le signal arrive, c'est déjà miraculeux qu'il arrive si vite. Ils ont un problème et vous le sentez instantanément. Par quelle magie, on ne sait pas. Même la force se propage instantanément. Et puis après, vous dites ils ont un problème, vite j'y vais. Donc là, c'est logique. Si l'on veut pouvoir agir à une échelle galactique, et même à petite échelle galactique, disons même quelques étoiles, même si l'univers Star Wars c'était que quelques étoiles, quelques planètes, mais c'est en pratique une galaxie entière, alors il faut quand même aller très très vite pour que vous puissiez agir. C'est un peu ça, c'est une question qu'on peut se demander. Là où c'est intéressant, alors évidemment ils font ce qu'ils veulent et puis tout va bien, on est content avec ça. Mais là où c'est intéressant, c'est de dire ah oui, mais finalement c'est quand même indispensable. Agir à grande échelle de distance, il faut avoir la bonne vitesse de déplacement pour vaincre cette échelle, pour que ça se passe à une échelle de temps courte. Et on peut dire, mais est-ce que ça s'est passé dans la vraie vie humaine, dans la vraie histoire humaine? Alors effectivement, si on regarde par exemple l'Empire romain, qui était extrêmement étendu, alors s'il y a des séditieux quelque part, je ne sais pas, vers l'Est, je ne sais pas, au Liban, enfin l'équivalent du Liban actuel, mais des sectes pas claires, chrétiennes, qui font un truc pas clair. Et si vous voulez un peu les friter, il ne faut pas que ça prenne 2 ans, quoi. Faut pouvoir les légions qui sont qui sont stationnées dans les marches de l'Empire, dans le nord, près du mur d'Adrien ou je ne sais où, il faut qu'elles arrivent relativement vite dans l'endroit où il se passe des embêtements. Donc là, vous devez avoir un réseau de transport, alors par voile, par route maritime, par voie terrestre. Bref, il faut entretenir un réseau de transport qui vous permet d'intervenir en un temps qui n'est pas délirant. Genre 1 mois, par exemple. C'est typiquement le temps qu'on estime pour envoyer des troupes d'un bout à l'autre de l'Empire romain, 1 mois. Donc les gars qui font les guignols quelque part, ils ont 1 mois pour faire les guignols et après c'est bon. Les troupes arrivent et là on va commencer à leur expliquer la vie. Donc ça c'est vraiment important. Et quand on voit par exemple dans un autre registre, les troupes coloniales, elles sont d'une certaine façon très déconnectées de l'Empire qui les envoie, français, anglais ou autres. Et du coup la personne qui est sur place, le gouverneur, enfin le responsable militaire typiquement qui devient du coup le gouverneur, il est un potentat local, la lettre n'arrive pas, les injonctions du pouvoir central n'arrivent, bref il fait ce qu'il veut sur place. Il va recevoir des injonctions, mais ça prend du temps, ça prend des semaines. Et donc, c'est important d'avoir une possibilité de communication. Et dans Star Wars, on le voit, alors soit avec les vaisseaux qui vont très vite, soit quand on voit les Jedi, quand on voit, il est sur la planète Geonosis, et il se met devant son vaisseau, et il y a un petit hologramme qui lui parle en temps réel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a des trucs pas clairs. Bon, ils discutent comme vous et moi là, alors qu'ils sont en train, ils sont séparés à une distance considérable. Donc, cette nécessité d'avoir un moyen de communication rapide, à l'échelle de l'extension de l'Empire, elle est fondamentale. Le problème, c'est quand on passe au ciel galactique, on est limité par la vitesse de la lumière, et donc ça prend du temps. Et donc, voilà, il y a une vraie coupure à ce moment-là. C'est-à-dire que, après, on se dit, si on voulait imaginer un empire, une structure à l'échelle multiplanétaire, même pas dans un système solaire, mais quelques systèmes solaires, même pas très loin, tout de suite, il y a des problèmes en tension de communication, simplement, de déplacement physique, mais même d'envoi d'informations, y compris par ondes radio ou lumière, ce que vous voulez. Ça prendra, aller Alpha du Centaure avec la lumière, ça prend 4 ans et demi, et puis voilà. Donc si vous voulez donner des instructions au gouverneur local, 4 ans et demi après, il les reçoit. Donc d'ici là, il fait ce qu'il veut.
Donc ça empêche presque une structure politique galactique évidemment, mais même multiplanétaire, même à petite échelle. Sans parler en plus du problème de paradoxe des jumeaux de Langevin, etc. Bien sûr, alors après, si on veut rester réaliste dans les mouvements, il y a d'autres choses à dire, mais voilà, c'est ce problème de limite de vitesse, ça oblitère à mon avis très directement la possibilité de réaliser un empire, une structure cohérente galactique. Même s'il y a des auteurs, il y a Charles Strauss, d'autres qui ne sont plus à imaginer que le Sénat ou l'équivalent des décideurs politiques sont dans un vaisseau qui se déplace en permanence à des vitesses proches de la lumière et qui fait en permanence le tour de la galaxie. Les gars dorment et par ces effets relativistes, eux, ils ont l'impression de vivre des voyages qui sont de l'ordre de quelques mois, là où les planètes qu'ils visitent voient des voyages qui durent quelques années. Mais en tournant en permanence, ils finissent peut-être par avoir une cohérence politique. Ce qui est amusant, c'est que dans l'histoire de la SF, on voit que le problème de la communication n'a jamais été traité quasiment. Dans Star Trek, ils communiquent en direct sans se poser de questions, alors qu'on passe beaucoup de temps à penser au voyage en mode warp, etc., à compresser l'espace-temps et tout, et on règle toujours le problème de transport. Il y a ça dans Dune, où il y a la guilde qui arrive à faire les transports. À aucun moment on se pose le problème du télégramme qu'on s'envoie entre les planètes. Et c'est même ça ce que, dans la vraie vie, on a pu entendre parler, par exemple, il y a ce russe dont j'oublie le nom, Yuri quelque chose, qui a un milliardaire qui a donné 100 millions pour un projet d'envoyer des tout petits vaisseaux, microscopiques vaisseaux, en fait quelques grammes, vers Alpha du Centaure. C'est pas le lieu d'en discuter, mais il y a un problème qui se pose, c'est comment on y va physiquement. Dire, j'envoie de la matière solide, quelques grammes, quelques kilogrammes, un vaisseau interstellaire complet vers Alpha du Centaure. Mais le problème qu'on oublie souvent, oui, mais comment ils nous disent qu'ils sont arrivés? C'est-à-dire, c'est bien gentil d'aller là-bas, mais comment on sait qu'ils sont arrivés? Parce qu'ils vous le disent. Et comment ils vous le disent? On a les moyens de vous envoyer l'information. Mais d'où sort l'énergie pour envoyer l'information? C'est quoi le canal de communication? Et même quand vous avez tout ça, ce qui est complètement indépendant de la propulsion, ça met 4 ans et demi pour venir. Donc, et il faut vous viser. Il suffit de vous rater un. Vous imaginez, à 4 années-lumière, là, il faut viser juste, quoi. Bref, ce problème de communication, il est absolument fondamental et c'est un des soucis finalement. C'est bien gentil d'envoyer des sondes. Si tu rappelles The Martian, si tu regardes que sur le monde pour arriver sur Mars, nécessaire 40 minutes de temps pour le message. Absolument. Donc, quand c'est 40 minutes, on attend. Mais quand c'est 5 heures. Possible. Mais quand c'est. Voilà. Et donc, un problème important, c'est les problèmes de communication. Il y a le problème de propulsion, envoyer des sondes très lointains dans le système solaire, idéalement sur d'autres étoiles. Mais comment on a l'information de ce qu'elles ont vu? Parce qu'à la limite, on envoie un iPhone ou ce qu'on veut, une techno moisie maintenant, partout est là, mais on l'envoie près d'Alpha du Centaure, c'est déjà un breakthrough, ça c'est déjà on a des images de quelque chose autour d'Alpha du Centaure qu'on n'a jamais eu. Mais comment on a l'info? Ça, c'est le problème de communication, comme tu disais, est absolument fondamental et toujours traité un peu vite, quoi. Dire, il prend son communicateur, il parle avec la planète. D'accord, on n'est pas très loin. Mais il prend son communicateur, il parle avec un gars qui est à l'autre bout de l'univers. Non, ça marche pas. Mais encore une fois, c'est une question de suspension d'incrédulité et de narration, naturellement. Pour parler de Martian, la question du temps réel pour la communication, c'est un part de l'histoire. In Star Wars, c'est seulement un impédiment. C'est normal, c'est très vite la narration. Et c'est une question que je pense que Lucas n'a pas pensé à rien, aux questions réelles de voyage. C'est un camp très dangereux parce que une fois qu'ils sont allés à chercher les motifs réels pour la force, les midi-chlorians, ils ne font pas une bonne chose. Alors, tout à fait d'accord. C'est très dangereux cette chose, je pense. Mais sinon, toujours techniquement, est-ce qu'il y a des points qui ont été imaginés dans Star Wars en termes de propulsion ou tout simplement en termes de logique et qui auraient été repris dans les recherches contemporaines et qui auraient été utilisés même technologiquement? Alors, il n'y a rien qui a été repris par la techno contemporaine dans Star Wars, parce que c'est vraiment un autre monde, Star Wars, disons. Mais quand même, les chasseurs TIE, TIE, l'acronyme TIE, TIE veut dire Twin Ion Engine. On pourrait dire en français, pour faire un peu chic, moteur à double flux ionique. Et il se trouve que la propulsion ionique, la propulsion qu'on appelle électrique, on prend des atomes, on les charge électriquement, on arrache leurs électrons, ils deviennent chargés. Parce qu'ils sont chargés, on arrive à les accélérer par un champ électrique, comme on le fait dans l'accélérateur de particules du CERN, alors avec des moyens moins intenses, moins d'énergie disponible, et on éjecte à grande vitesse cette matière chargée.
des petites quantités de matière, des flux qui ne sont pas des tonnes par seconde, comme dans les grosses fusées actuelles, ou pour les chasseurs pas pour les chasseurs, mais pour les vaisseaux de l'Empire, c'est pas des tonnes, c'est pas des mégatonnes par seconde. Donc, au lieu d'envoyer beaucoup de matière pas rapidement, on envoie un peu de matière, mais très vite, beaucoup plus vite, plutôt que de les envoyer par la propulsion chimique à de l'ordre de 7 à 10 km par seconde. Là, on envoie la matière à plutôt de l'ordre de 100 km par seconde, mais très peu. Mais ce qu'on gagne ce qu'on perd en masse, on le gagne en vitesse. Ça fait des poussées finalement très faibles, cette propulsion qu'on appelle électrique, ionique, parce qu'on envoie des ions, ces particules, ces atomes chargés électriquement, qu'on envoie à grande vitesse. Ça fait des poussées minables, mais continues, tout le temps. Et par exemple, pour revenir à Martian, le vaisseau, le Hermès, dans le Seul sur Mars, il a une poussée qui lui donne une accélération de 2 mm par seconde au carré. Chaque seconde, sa vitesse augmente de 2 mm par seconde. Vous allez dire, c'est fou de notre gueule. Mais en fait, 2 mm par seconde gagnés toutes les secondes pendant 100 000 secondes, pendant un jour, et même pendant 600 000 secondes pour être précis, 6 jours, ça fait gagner 1 km par seconde de vitesse. Et 1 km par seconde, c'est pas mal. Et puis au bout de 12 jours, c'est 2 km par seconde. Et au bout de 10 jours, c'est 3. Et au bout de 1 an, au bout d'un an, c'est pas la vitesse de la lumière, mais ça commence à faire un vaisseau vraiment sympa. La difficulté, c'est de donner ces 2 mm par seconde au carré d'accélération tout le temps. Donc d'avoir l'énergie à donner aux particules que vous éjectez pendant longtemps. Alors dans les vaisseaux, les chasseurs-taille, Twin Ion Engine, c'est une propulsion qui existe, mais les chasseurs-taille, ils font des trucs, ils sont toniques, on ne sait pas faire ça. C'est-à-dire ils ont à la fois une grosse vitesse d'éjection et une grosse masse éjectée pour faire ce qu'on les voit faire. Nous, on envoie une grosse vitesse, mais pas une grosse, parce que la masse, elle sait plus. Ce que vous éjectez, il faut le prendre quelque part, il faut l'avoir avec vous. Donc l'idée, c'est d'emporter peu de masse, mais de l'éjecter vite, plutôt que d'emporter beaucoup de masse et de l'éjecter lentement. Donc il y a quelque chose qui est pas irréaliste dans le principe pour les chasseurs-taille, mais qui est pas ce qu'on sait faire en pratique. Oui, ça ressemble à certains systèmes de découpe à eau où on envoie un jet d'eau extrêmement fin par un saphir percé qui permet de, qui est extrêmement couper, rapide, exactement. et qui permet de couper des blocs de béton des métaux et de la pierre avec un jet d'eau très fin, peu d'eau, mais extraordinairement rapide, et ça suffit pour faire une abrasion nickel et couper très bien. Donc c'est un peu ça, on compense, comme on dit dans l'artillerie, on compense l'imprécision du tir par l'abondance de la mitraille. Là, c'est l'inverse. On oublie la mitraille et on se focalise sur la précision du tir. Enfin, on met dans la vitesse qu'on ne met pas dans la masse, quoi, pour avoir au final une énergie d'éjection, une poussée qui est suffisamment intéressante pour, même si elle paraît minable, 2 mm par seconde au carré, c'est une gravité artificielle complètement ridicule, mais pour avoir un vaisseau qui va finalement atteindre, parce qu'on va le faire pendant longtemps, atteindre des vitesses qui peuvent être tout à fait considérables. On connaissait déjà le principe de ces moteurs dans les années 70, oui. Et on pensait le faire avec des panneaux solaires, j'imagine. Oui, exactement. D'où les panneaux solaires sur le côté des chasseurs-taille. Exactement. D'accord. C'est-à-dire que ces panneaux solaires, ce qui ressemble à les panneaux solaires sur les chasseurs-taille, qui sont grands, ces chasseurs-taille. On voit bien, avec l'échelle des personnages qui sont à l'intérieur, c'est des grands, mais c'est largement insuffisant. Oui. Il faut des mégawatts ou des dizaines de mégawatts de puissance électrique pour accélérer comme un chasseur-taille, et peut-être même encore bien plus. Bon, nous, on ne sait pas faire ça. Donc, on le fait avec des panneaux électriques qui donnent des dizaines de kilowatts. Donc, un facteur 1000 et peut-être même probablement 1 million en dessous de ce qu'ont les chasseurs-taille. Donc, l'ambiance visuelle, panneaux solaires noirs. En plus, le fait qu'ils soient un peu noirs, on comprend que c'est les méchants, évidemment. Et les panneaux solaires aident à ça, finalement, parce qu'ils sont à la fois, d'une certaine façon, réalistes pour la source d'énergie. Peut-être ils prennent cette énergie lumineuse. Et en même temps, les panneaux solaires sont noirs, donc ça fait une ambiance qui tombe bien, quoi. Star Wars donne une très très mauvaise image des écolos, c'est ça ? Bon, je ne sais pas si c'est une mauvaise image écolo, mais enfin, en tout cas, ils utilisent un truc écolo pour faire un truc qui ne l'est pas vraiment. De toute façon, pour donner la couleur des habitants et de leur orientation dans la narration, il y a le son. Encore une fois, le rugissement des tailles n'est absolument pas le même que le son des vaisseaux. Comme disait Davidé, le son est un instrument narratif fondamental. Enfin, je ne suis pas très aguerri pour en parler, mais c'est évidemment très important d'avoir des bruits reconnaissables et qui font peur ou pas. D'ailleurs, je crois que les sons des chasseurs-taille, c'est des sons des Stuka allemands. Enfin, c'est une transformation des sons des Stuka allemands en piqué, qui avaient un son caractéristique, avec des systèmes pour produire ce son
plus des réacteurs qui étaient faits exprès pour que précisément ça jette l'effroi auprès des gens qui allaient être bombardés. C'est tellement important que moi qui fais de la BD, ma femme se moque souvent de moi, mais quand je dessine des batailles spatiales, je commence à faire les bruits des vaisseaux. Tchou, tchou, tchou. Enfin, c'est dans la, il y a besoin de ça. Alors on s'en passe en BD, mais voilà, inconsciemment, on a tout de suite envie de les mettre, quoi. Alors, il y a un autre point qui est très intéressant, c'est l'évolution. Alors l'évolution, on en a un petit peu parlé avec le passage de la maquette au numérique, mais il y a aussi l'approche plus esthétique. Les premiers vaisseaux que l'on a dans la première trilogie, enfin en tout cas la première trilogie sortie au cinéma, ce sont des vaisseaux qui ont été travaillés pour être extrêmement différents les uns des autres, de manière à être très facilement mémorisables. L'autre jour, quand Denis faisait la présentation le making-of de l'affiche et qu'il montrait tous les vaisseaux, tu étais arrivé sur le Faucon et tu avais dit celui-là je ne vous le présente pas. C'est-à-dire que vraiment les vaisseaux sont devenus une sorte de bien culturel. Ils sont silhouettés en plus, oui. de manière extrêmement intelligente, c'est-à-dire qu'on les reconnaît en silhouette, quoi. Voilà. Ils ont été vraiment très très bien dessinés. Quand chez Lucas, ils ont commencé à vouloir mettre au point le visuel des épisodes 1, 2, 3, ils sont partis d'une réflexion assez intelligente, c'est que comme l'action se passe antérieurement, en termes de costumes, d'architecture, de design, et notamment de design de vaisseaux et de robots, ils ont été obligés de prendre une logique qui n'est généralement pas tellement utilisée, à savoir une sorte de rétro, non pas futurisme, mais il fallait qu'ils aillent en arrière dans le temps et qu'ils imaginent les premières formes qui allaient donner en fait le travail de la première trilogie. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que généralement, on se retrouve souvent à travailler chronologiquement et à imaginer ce que va donner telle ou telle technologie, tel ou tel type de moteur ou de forme par modification. Et là, il s'agit en fait de faire exactement l'inverse. Est-ce que quelqu'un a envie de développer là-dessus, parce que c'est pas si banal finalement. En l'occurrence, par exemple, alors on le voit bien sur les Star Destroyer, donc les très gros vaisseaux, on voit enfin, je crois, du 1 ou du 2, la petite version d'origine qui a l'air de servir à embarquer des troupes, qui est donc là, ça explique sans doute, ils essayent d'expliquer cette forme idiote qui est aérodynamique dans l'espace, en disant qu'au départ, cette forme vient des transporteurs de troupes qui avaient la même forme et qu'en fait, on est à une sorte de croissance de cette forme originale. Il y a même des tentatives de correction de choses inexplicables, je pense, qui est fait par ce biais-là. Après, moi, je trouve que c'est pas toujours réussi. Parce que, par exemple, on nous dit que le Faucon Millenium, il date de cette époque originelle, cette vieille bouse, et pourquoi lui, d'un seul coup, est pas tout arrondi? En fait, ils font un peu des Cadillacs, c'est un peu l'esprit. Ils essaient de retrouver le design des années 50 et 60, où tout est arrondi. On oublie, mais il y a le rêve de l'espace dans les années 50 et 60, et on met des ailes aux voitures. Il y a des phares en forme de fusée. Le design des années 50 et 60 pour la fusée, c'est la fusée de Tintin, quoi. C'est des choses, on pense qu'on va envoyer dans l'espace des objets designés, élégants, qui ressemblent à des lampes à lave. La bascule de 2001, c'est justement le moment où, en regardant une capsule Gemini, les designers se disent, mais en fait, c'est pas beau dans l'absolu, quoi. C'est pas des beaux objets, c'est crénelé de partout, ça accroche, il y a des matières différentes selon les fonctions et tout. Et ils introduisent ça dans le design. Alors le Faucon Millenium, il est l'héritier de ce design entre guillemets accroché avec des plaques, etc. et tout. Et il daterait de la même époque que les Cadillacs qu'on voit à ce moment-là. Je trouve ça assez ambigu et je trouve qu'ils n'ont pas parfaitement réussi. Et je trouve qu'il y a le même problème sur les costumes et tout. À force de vouloir faire bien là-dessus, ils sont un peu pris les pieds dans leur tapis, je pense. Même si à plusieurs endroits, c'est vraiment malin. Hein, mais Oui, non, mais de toute façon, même l'influence de l'Antiquité, notamment au niveau de l'architecture, est, je trouve, exagérée dans les épisodes. Il y a toute la direction artistique de la seconde saga, enfin de la première en termes chronologiques, est quand même vraiment de moins bonne qualité. Je pense qu'il y a une époque qui est moins bonne aussi. Hein. On est dans les années 70, qui est un apex créatif pour l'humanité. On a des groupes de musique hallucinants, et des cinéastes géniaux à tous les coins de rue à Hollywood. On parle même pas du roman, etc. Dans la SF romanesque, c'est la période absolue, quand on est Philippe Cadic, tout ça. Enfin, il y a des périodes, voilà, il y a des périodes créatives plus fortes. Et les années 70 ou les années 90, c'est plutôt un moment où tout le monde se cherche un petit peu. Hein.
Voilà, je pense que malheureusement, c'est la qualité des créateurs qui ont été impliqués. Les créateurs des épisodes originaux sont vraiment des génies. Il y a un coup de chance monstrueux. Il y a eu 4-5 personnes extrêmement brillantes qui ont été au démarrage de cette saga. Et pas que George Lucas, on oublie toujours de les citer, mais Ralph McQuarrie, qui est la personne qui a fait toutes les premières peintures, est vraiment un génie. Il a une imagination prodigieuse et une technique de peinture suffisante pour réussir à faire passer ça de manière très claire. On a qui, j'ai noté leur nom parce que justement j'avais peur d'en oublier quelques-uns. On a le modéliste Steve Godley, oui. On n'en parle jamais de ce bonhomme-là. C'est le gars qui, en voyant les peintures de McQuarrie, a fait les pré-maquettes, etc. Et c'est lui qui a trouvé tous ces rendus vraiment passionnants et qui a commencé. Le X-Wing de McQuarrie, il est très bien, mais il a encore des choses qui ne vont pas. La transformation par ce modéliste, elle est excellente. Et puis il y a un storyboarder, Joe Johnston, qui dans les storyboards commence déjà à modifier les concepts de McQuarrie parce qu'il se rend compte à l'utilisation en storyboard que ça ne va pas aller. Et il met en place, l'air de rien, une bonne partie des designs dans le storyboard, comme ça. Alors c'est le fameux moment où les silhouettes, puisqu'il doit dessiner vite, commencent à se mettre en place. On voit ça dans les boards, et d'un seul coup, d'un trait de crayon, il comprend la forme vraiment finale que doit avoir le Faucon Millenium, par exemple. Donc voilà, c'est 3 personnes qui ont bossé ensemble avec Lucas de manière très intense pendant 2-3 ans. Ils ont vraiment eu un moment magique, comme ça, de créativité. Alors que la seconde saga, c'est le truc le plus célèbre de l'univers au moment où les gens commencent ça. Tout le monde veut bosser sur Star Wars. Moi, à l'époque, le téléphone aurait sonné, on m'aurait dit tu veux faire des designs pour Star Wars, j'aurais fait oui, je dois payer combien, quoi. Donc, et je pense que tout le monde y allait comme ça, avec beaucoup de bonne volonté, mais avec énormément de gens, une dispersion très importante, des directeurs artistiques submergés de propositions. Et à l'arrivée, les films sont moins cohérents. Voilà. Les premiers étaient très bricolés. Oui. Et ils ont essayé de retrouver ça dans le dernier film, je pense, une cohérence, en revenant en partie au design de la saga originale et en rétrécissant le champ de ce qui s'autorisait. C'est-à-dire, en effet, ne pas mettre en même temps l'Empire romain, les Cadillacs, les vaisseaux qui font peur, enfin, parce qu'il y a un moment où la multiplication de choses font que l'univers, au mieux de s'agrandir comme on penserait, finit par être disloqué un petit peu, quoi. Voilà. Juste là, j'en profite. On voit là ce vaisseau à propulsion à voile, hein. Donc c'est les navires et en même temps les voiles solaires, totalement inefficaces pour avancer aussi vite que ce vaisseau dont ce vaisseau a besoin, mais il y a quand même une ambiance, il y a une évolution aussi. Ils mettent des techniques réelles, on parlait de la propulsion unique, la propulsion à voile solaire, il y a des choses qui évoquent directement une technique réelle qu'on utilise ou qu'on a envie d'utiliser. Les voiles solaires, on n'en a pas fait beaucoup, il y a un seul satellite qui utilise ça, un seul objet qui utilise ça en orbite autour du Soleil, enfin, qui n'est pas en orbite autour de la Terre, qui tourne vraiment autour du Soleil pour rester en position bien proprement autour du Soleil. Mais voilà, il y a quand même l'idée d'essayer d'avoir des objets techniques sympas. Pour les vaisseaux, c'est pas vraiment un vaisseau, mais on l'a vu tout à l'heure passer une image bleue. On voit c'est pas un vaisseau, c'est un sous-marin en fait. C'est sur la planète Naboo. Et ce sous-marin, tu parlais d'évolution, on peut penser évolution évidemment des formes, mais évolution aussi de leur source d'inspiration. Et ce sous-marin, il n'est pas propulsé comme les sous-marins habituels qui ont une hélice par exemple, où ils éjectent à réaction, quoi, comme des poulpes, ils éjecteraient de l'eau. Ils ont un machin qui tourne derrière. C'est comme les bestioles qui se déplacent dans des milieux visqueux. Hein, pour les paramécies, pour les bactéries, l'eau est un milieu très visqueux. Et elle se déplace en se vissant dans l'eau ou en se déplaçant dans l'eau différemment, avec des petits cils ou des choses comme ça. Et donc là, il y a une vision presque évolutive. On est sur la planète Naboo. Les Gungans, ils vivent sous l'eau. Bon, ils sont un peu curieux, mais ils ont une sorte de... Ils sont pas très techniques, mais quand même, ils ont cette espèce de bouclier incroyable, dont on pourrait discuter, qui est un peu curieux aussi. Mais ils sont plus organiques, finalement, que tous ces vaisseaux-là qui sont en ferraille, finalement, enfin, qui sont en matière en ferraille. Et donc, il y a leur vaisseau, leur sous-marin, il est un peu... avec cette espèce de flagelle qui leur permet de se déplacer dans le milieu visqueux, qui à l'échelle du sous-marin n'est pas visqueux, qui est l'eau. Donc il y a quand même aussi, au point de vue, en prenant le mot évolution, c'est peut-être du point de vue évolution biologique finalement. Il y a aussi, dans le thème de la table ronde, le robot. On n'en a pas encore parlé. Or, le robot a souvent été utilisé dans les films de science-fiction, y compris les films classiques, même dans les années 50, mais de toute façon, on peut revenir à Metropolis dès les années 20. On en a déjà parlé au cours de ces utopiales. Néanmoins, à part Robbie, le robot de Planète Interdite, qui est devenu réellement un personnage, c'est peut-être quand même avec Star Wars que l'on a
pour la première fois des rôles premiers qui sont purement mécaniques. Et ce qui est intéressant, c'est que le concept graphique des deux robots principaux est totalement différent. Et ça met en place un dialogue sur la robotique vraiment très étonnant pour un film grand public, parce qu'on a vraiment le robot androïde imitant l'humain jusqu'à l'agacement, même, parce qu'il est quand même assez insupportable. Et à côté, on a cette machine qu'on ne comprend pas, mais on en comprend tout finalement. Et moi, je sais que, alors tout gamin, comme je n'avais pas vu les films, je trouvais l'humanoïde à chier. Parce que pour moi, c'était genre un mauvais humain avec des plaques de métal, et je trouvais l'autre hyper technologique, très réaliste. Alors qu'aujourd'hui, le temps a passé. Maintenant, c'est R2D2 qui paraît être une vieille poubelle. On a quand même fait des gros progrès et on s'approche de plus en plus d'avoir des robots humanoïdes qui fonctionnent très bien. Donc c'est amusant de voir même l'évolution du rapport qu'on a avec le robot, parce que les Japonais sont en train de nous habituer à ce qu'on finalement on ait des robots qui marchent parmi nous à court terme, quoi. C'est le problème. En science-fiction, on a toujours imaginé que la reconnaissance vocale serait extrêmement simple, mais que la synthèse vocale serait compliquée. Or, le problème, c'est que c'est l'inverse qui s'est produit. Technologiquement, par contre, qu'est-ce que l'on peut voir dans ces robots qui pourraient voir le jour dans un avenir proche? Alors, ça c'est compliqué, puisque les robots qui marchent, on arrive à en faire. C'est pas facile déjà de faire un robot qui marche. Les robots qui parlent, on sait faire parler des machines, mais d'où sort cette parole? C'est programmé, c'est facile, ça soit un magnétophone. Donc ça, on sait faire ça depuis longtemps. Même depuis Edison, on parlait des machines nécrophoniques. Après, que ce soit un langage articulé, produit par quelque chose qui produit ça en temps réel, en interagissant avec vous, on est très très loin. Frédéric Landragin, le linguiste qui était ici au début du festival, en parlait. On en est très 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 loin, très très loin. Et puis ces robots, en même temps, ils sont un peu, d'une certaine façon, ils sont un peu idiots. Enfin idiots, dans le sens... ils peuvent être marrants, c'est Laurel et Hardy, enfin tu vois, pour les R2D2 et 6PO, c'est R2D2, c'est Laurel et Hardy, mais même le robot BB-8, là, le dernier qui sort, il a l'air assez malin parce qu'il roule, il fait des trucs, mais en fait c'est... Enfin, imaginez-le monter des marches, rouler sur du sable, c'est une catastrophe. R2D2, quand il roule dans le désert, c'est à mourir de rire. C'est-à-dire, il ne devrait pas faire plus de 5 mètres, ce robot. Regardez les robots martiens qu'on envoie, comment ils sont foutus, très au-dessus, avec des roues pas possibles, pour être sûr que bon, ils s'enlisent pas tout seuls. Et c'est arrivé qu'il y ait de l'ensablement. Et il a fallu beaucoup réfléchir pour envoyer les bonnes commandes, pour que le robot sorte, et ça a pris 6 mois. Donc, leur façon de se déplacer, finalement, le robot le moins idiot pour marcher dans des circonstances... pour se déplacer dans des circonstances quelconques, c'est finalement le robot humanoïde. 6PO, oui. C'est 6PO. Et R2D2, il est grotesque pour se déplacer autrement que sur une surface bien lisse, sympathique. Et je ne parle même pas de BB-8. Il y aurait des tas d'arguments physiques où c'est la nature n'a pas inventé la roue. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est particulièrement ridicule dans l'ambiance générale du monde. Si vous avez des routes planes et solides, on peut discuter. Mais sinon, comme il n'y a pas de route plane et solide spontanément dans la nature, la roue est idiote. Et donc que BB-8 roule est idiot, et on peut se demander comment il roule. Enfin voilà. Donc c'est pas du tout un robot c'est pas du tout un robot qui est intelligemment constitué. Comme on voit ces gros robots là, par exemple, ils sont spectaculaires. Il faut reconnaître que bon, ils ont de la gueule, hein, ça du point de vue visuel. Ou quand on voit les quadrupodes là qui sont sur la planète Hoth, ils ont une super gueule ces engins-là. C'est les éléphants d'Hannibal quoi. Mais ils sont du point de vue technique, ingénierie, ils ont un centre de gravité trop haut, ils sont pas bien foutus. Enfin c'est pas des tanks. Enfin c'est les tanks qui sont bien foutus parce qu'ils ont un but qui est pulvériser les gens d'en face. Et donc, il faut qu'ils aient des propriétés de pulvérisation efficacement adaptées à leur objectif, quoi. Et donc, ceux-là, ils ne l'ont pas du tout. Les robots de guerre, les TIA, cette chose, ce sont des mécanismes. Les robots de R2D2 sont de l'intelligence artificielle. C'est différent. La chose intéressante, c'est que Lucas n'avait pas de problème d'identifier les robots comme robots. Et c'est très rapide. N'est pas une chose masquée comme in Alien. Par exemple, que l'Android c'est de forme humaine, ou dans la série télévisée in TV Westworld, les robots sont comme les personnes, ou comme Blade Runner. Les robots sont les personnes, et sont comme les personnes, pas différents. In Star Wars, c'est immédiatement possible d'identifier les robots et les personnages sont justement très importants pour
fait parle. J'ai un problème de français. Sont très importants comme personnage, mais beaucoup. Quelque part, en fait, les robots sont des extraterrestres comme les autres dans la série. C'est-à-dire finalement entre Chewbacca et C-3PO, il n'y a pas tant de différence que ça. Enfin, Oui. et finalement, c'est des intelligences artificielles, ce qui est prodigieux, et jamais on ne les voit comme ça. On les voit bien comme des individus et tout. Donc, Ils sont intelligents, c'est manifestement des intelligences artificielles, mais en même temps, ils sont idiots. Enfin, ils font des réflexions agaçantes. Enfin, donc c'est des intelligences remarquables. Ils sont agaçants comme des humains. C'est pas un robot qui serait juste intelligent et qui est toujours carré, qui fait toujours son travail proprement, qui traduit proprement, qui fait son boulot proprement. C'est des vrais personnages complets, évidemment. Si, il faut être très intelligent pour parler 1 million de langues. Oui, oui. Mais il parle de ça. Mais il les a enregistrés. Pour lui, il a peut-être les 2 téraoctets de mémoire là, qui vont bien. Ceci dit, ceux-là, effectivement, sont des personnages qui sont un peu bouffons et qui sont là pour faire contrepoint dans la narration. Par contre, dans Star Wars, il y a aussi quand même les robots plus techniques et tout simplement l'armée de robots. Et là, là, c'est carrément une autre dimension et même, j'irais dire, un autre propos parce qu'on mécanise la guerre. Ouais, mais est-ce qu'ils sont différents de l'armée de clones, en fait? On a l'impression que c'est le même schéma qui est reproduit. Oui. Encore une fois, c'est des schémas du vivant avec des allures ou robotiques ou organiques, mais on retrouve un peu des schémas équivalents, je trouve. Mais il y a quand même dans le fait que ce soit des robots, c'est un peu différent. Parce que l'armée de clones, c'est des clones. Alors ils sont quand même, c'est des machines organiques, si j'ose dire. Bon, c'est des clones, c'est même des humains. Enfin, des humains non, parce qu'il y a très longtemps, dans une lointaine galaxie. Mais du coup, ils sont organisés comme des armées humaines. Alors que pour les robots, il y a quelque chose d'incroyable. Quand on voit ces vaisseaux qui les déposent, il y a des espèces de roues qui tournent et qui déposent les robots par paquet de sang. Et là, on voit que c'est des machines et avec l'aspect implacable de la machine. Évidemment, il y a un aspect clone, c'est toujours les mêmes. Et puis c'est un peu idiot, il y a un interrupteur général, on appuie dessus et cluc, tout le monde s'arrête. Et bon, est-ce que ça va bien être utile? Enfin, c'est pratique pour arrêter tout le monde d'un coup, mais bon, justement, c'est pratique. Il y a beaucoup de choses pratiques. Mais il y a aussi cet aspect inéluctable qui est quand même très fort quand on les voit arriver. Là, ils sont là et on pose, comme on ferait pour ceux qui ont fait peut-être du wargame à figurines, quoi. Vous posez l'armée d'orques d'un coup, là vous en posez 10 d'un coup, 10 d'un coup, 10 d'un coup, et votre armée elle se met en place instantanément. C'est pas les gars, allez on y va, allez, il faut que ça marche, il faut qu'allez on se met en cas. Enfin bref, il n'y a pas le désordre de l'armée humaine, même si à la fin elle arrive à peu près cadrée. Donc ça rajoute quelque chose d'implacable quand on voit ces robots qui se mettent en D'ailleurs, place. les scènes sont magnifiques. On va peut-être passer à quelques questions dans le public. Le micro est à votre disposition. Vous avez vu Star Wars, hein? La question qu'on ne doit jamais poser, en fait. Vous savez de quoi on parle? Bonjour, je me posais la question, vous n'avez pas parlé du général Grievous, qui est un robot avec une histoire un peu particulière. Alors lui, il est étonnant parce que c'est un robot avec du vivant dedans. C'est pas du vivant avec un robot dedans, enfin du vivant avec une machine dedans. Donc lui, il est assez étonnant pour ça, ce personnage. C'est un cyborg. Et Il a des partements. Oui, mais il a qu'un seul objet. Mais alors c'est un cœur. Enfin, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas du tout Si on devait transposer l'élément essentiel d'un humain dans la machine, un seul élément, on a plutôt tendance à penser que ce serait le cerveau. Et là, on a transformé quelque chose qui est plutôt... Enfin, en tout cas, tel que c'est positionné sur le Grievous, c'est son cœur. Donc là, c'est un personnage assez curieux. Puis il a 4 bras qui pourraient lui donner une certaine efficacité. Enfin, on a l'impression qu'avec 4 bras, il va être... Mais en même temps, ça peut être aussi son malheur, parce qu'il faut qu'il gère 4 bras à la fois. Notamment qu'il les coordonne et qu'il les rende utiles les uns après les autres. Il est assez étonnant, comme robot et comme cyborg, où il y a juste le cœur qui est un truc essentiel pour le corps humain, on est d'accord, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on peut remplacer, enfin qu'on essaie de remplacer. Pour l'instant, on n'a pas de prothèse de cerveau. Enfin, peut-être que ça serait utile pour certains. Mais donc, on n'a pas de prothèse de cerveau pour l'instant. On a des prothèses de cœur qui ne sont pas encore super fonctionnelles. Donc, il est assez curieux. Il est vraiment très ambivalent, je trouve, comme cyborg ou comme robot avec du vivant dedans. Dans la face, il y a les yeux qui sont humains, il y a sont biologiques, les corps encore. Oui, c'est un cyborg, c'est un mix-up de choses. Et Grievous, il est sympa. Enfin, il est sympa. Pas, quand je dis pas il est sympa, il est intéressant. Voilà. Visuellement, je l'aime bien le voir bouger. Il bouge bien. Et puis là, bon, il fait surtout qu'il tourne. Il y a l'autre main qui fait. Quand on a 4 bras, on a l'impression qu'on va pouvoir faire plein de trucs. Mais bon, il faut pas se prendre l'épée dans le tapis avec tous ses bras, quoi. C'est compliqué pour Ils ont réussi à faire ce côté un peu vieil aristocrate allemand, mais encore dynamique. Enfin, il y a une espèce entre deux comme ça qui est assez. C'est vrai, tu dis, ouais, c'est vrai. Comme comment il s'appelle cet acteur allemand
chauve. Eric von Schramm. Voilà, Eric von Oui, Schramm, voilà, oui, voilà. oui, ce côté prussien comme ça, Ouais. un peu décati, en même temps très puissant. Enfin, Ouais. c'est assez fort. Ah, puis, il doit élever des fleurs sur son balcon, c'est ça? Oui, peut-être. Oui, qui lève des fleurs. Une autre question? Ah. C'est rare. On fait le tour. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Roland Lehoucq à propos des marcheurs de l'Empire. Et j'avais une question. Là, il avait quand même une petite critique sur les créateurs de Star Wars à propos de ces robots. Mais pourquoi pas penser en fait que plutôt que les créateurs de Star Wars, les designers et techniciens de l'Empire sont en fait un peu décalés par rapport à la réalité de la guerre. Parce que c'est comme le disait Roland Lehoucq, ces robots ne sont clairement pas efficaces du tout dans leur fonction. Bien sûr, on peut imaginer, par exemple, les quadrupodes de la bataille de Hoth, on peut imaginer qu'ils sont là pour effrayer l'adversaire. Parce qu'après tout, les gars, ils arrivent en vaisseau interstellaire, et la base rebelle, il n'y a qu'à envoyer un coup de latte de l'espace, et puis c'est réglé pour eux. Donc pourquoi s'embêter? C'est en plus, non seulement on veut les latter, mais on veut les latter, et ils doivent souffrir intellectuellement, ils vont voir qu'ils se font latter par des machins affreux, quoi. Donc il y a peut-être une volonté psychologique, hein, après tout, pourquoi pas? Ils ont peut-être fait une machine qui est idiote, entre guillemets, techniquement, mais qui est très... Quand on voit débouler ça, enfin imaginez les soldats romains qui voient débouler les éléphants, quoi, ça fait pas rire du tout, quoi. Même s'ils sont 2 ou 3, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait du bruit, et puis ça déblaye quand ça fonce, ça déblaye du monde. Donc oui, il y a peut-être une volonté psychologique plus que d'efficacité psychologique plus que d'efficacité technique. On peut imaginer ça, on peut donner des intentions aux ingénieurs de l'Empire. Moi, dans Star Wars, j'ai toujours l'impression qu'il y a une technologie qui est trop vieille pour être encore comprise. J'ai toujours eu cette impression-là qu'en fait, ils utilisaient des choses incroyables, mais finalement, sans vraiment plus comprendre à quoi elles servent, ils les assemblent à des moments. Ils fabriquent quand même une étoile noire, donc ils arrivent à faire des rayons d'énergie, mais c'est beau. Pourquoi ils font pas des quarts d'étoiles noires, des huitièmes d'étoiles noires, en effet, des stars détroyers capables d'envoyer un gros coup de pilon pour atomiser une ville, quoi, ça suffirait, quoi. Et ils le font jamais. Comme s'il y avait des plans pour faire des trucs énormes, mais pas des trucs petits, qu'ils n'arrivaient pas à en déduire des schémas C'est petits. ça, c'est l'hubris. Et- Il faut vraiment que ça tape. Ouais, quoi. et je pense qu'en fait, c'est comme s'ils avaient des tas de plans, en fait, une armoire remplie de plans, mais qui comprenaient plus vraiment les technos, et qu'à chaque fois ils bricolaient avec ce qu'ils pourrait avaient. imaginer Quoi, ça, ouais. une histoire parallèle. En fait, ils ont trouvé tout ça, ils comprennent que dalle, mais ils l'utilisent parce que Voilà, où ça a été inventé encore bien avant par des gens qui avaient bien compris, puis l'arrivée de la magie et tout a tout transformé un peu en magie finalement. C'est-à-dire que la technologie, c'est comme le Jedi, c'est un truc magique qu'on utilise sans savoir vraiment comment ça fonctionne, quoi. Encore une fois, pour les AT-AT de la bataille de Hoth, qui ne sont pas très fonctionnels pour la bataille parce qu'elles sont grandes, mais c'est l'impression fondamentale qui est nécessaire qu'il va faire. Mais sont très utiles, ils sont utilisés pour, encore une fois, pour le storytelling. Pourquoi toute la chaîne de la bataille, comment ça s'appelle, les vaisseaux, je ne me rappelle techniquement, les vaisseaux que Luke va conduire, qu'il va... non, pas l'X-Wing, les autres. Ah oui, les petits chasseurs, là, oui, les petits chasseurs qui sont... Exactement, qu'il va faire tomber les AT-AT, ils sont fonctionnels pour cette chose. Ce n'est pas une question de fonction militaire ou autre. Bien sûr. Mais c'est un peu David contre Goliath, finalement. Là, c'est un retour par vaisseau interposé de David contre Goliath. Finalement, Goliath, il est fort, c'est ce gros bousin qui nous avance dessus. Mais David, il est malin et il fait tourner, il met des ficelles, il met un truc et hop, le truc tombe et il a gagné. Quoi. Il fait un croche-patte. Il fait un croche-patte, c'est ça. Hein. Exactement. Il y a aussi, de toute façon, dans la faisabilité, des trucs qui sont toujours aussi amusants. Bon, on sait que la difficulté et le coût de la fabrication d'une station orbitale internationale. Bon, alors de là à fabriquer une étoile noire gigantesque, qui est en moyens, plus alors. avec... L'Empire, il a les moyens Oui, financiers et énergétiques, ils ont les moyens. Oui, mais il faut quand même que les planètes avec les ressources soient quand même pas très très loin, pas trop Il éloignées. faut d'une planète hein, pour faire l'étoile noire. L'estimation de la taille qu'on peut faire à partir, avec un raisonnement sur lequel je passe, mais en regardant le film, c'est 400 km de diamètre, hein, donc ça siphonne au moins une planète. Plutôt un système solaire, oui, en gros. Ouais. Peut-être. Donc là, il y en a qui disent bon ben vous c'est foutu, on vous prend tout, puis après débrouillez-vous. Et puis c'est peuplé, il faut nourrir. Ah ben, Et pour revenir aux ingénieurs de l'armée impériale, la première étoile noire, ça foire, on va en faire une plus grosse, quoi.
Enfin, je leur fais pas trop confiance quand même. Hein, En même temps, tu dis il faut les nourrir et ça produit des déchets. Et on n'en parle pas beaucoup. Il y a une fois dans un J'y vaisseau, pensais, mais j'osais on pas le parle dire. des déchets qui sont injectés une fois. Ils éjectent, puis après ils font leur saut. Et puis c'est d'ailleurs comme ça qu'avec le Faucominium, ils se planquent dans les déchets et puis ils se disent comme ça on n'a pas été vu. Et puis dans le 7, j'ai oublié le nom du personnage, mais le Black, là, comment il s'appelle Et il essaie de faire croire qu'il connaît le fonctionnement du bouclier, tout ça. Il me dit non, en fait, finalement, non, moi j'étais affecté à la gestion des déchets. Et je sais pas le fonctionnement de bouclier, mais c'est juste pour être là. Et donc, il y a quand même. Il y a le tiennent broyeur compte à quand même. ordures aussi. Il Hein y a toute la scène dans le broyeur à ordures dans le premier Oui, film. exactement, Ouais. il y a le broyeur à ordures. Et puis, Donc, bon, il pense quand même qu'à ce truc-là, ça produit des centaines de milliers de tonnes par jour de déchets, probablement. Et puis on voit quand même les vaisseaux partir et revenir de la grande planète complètement recouverte en fait de ville. Et là, on sent bien qu'ils ont lu Fondation et que le mécanisme donné par Asimov concernant le fonctionnement de Trantor a été respecté, à savoir que bon, il y a des gens qui y vivent, il n'y a pas de place pour faire de la culture, donc du coup, on amène les ingrédients pour nourrir, et puis en même temps, il y a tous les déchets qui sont réexpédiés à l'extérieur. C'est le modèle de Rome, où on peut aller sur une colline supplémentaire qui est entièrement composée de tessons de poterie. Mais vraiment, on est largement au-dessus de la ville. Je ne sais pas, Valérie doit se souvenir de la hauteur, mais on en était à construire des collines de déchets déjà à Rome. Hein, donc, Bien sûr. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au bout de la table ronde. Merci pour y avoir assisté. Merci à vous. Merci à vous.